Vous êtes sur BFM Business, le grand journal de New York. Nous sommes ensemble pendant encore une dizaine de minutes. Un geek à New York. On va s'intéresser aux nouvelles tendances de la high-tech. Pierre Valade, bonjour. Bonjour Sabrina. Alors vous êtes employé chez Foursquare. Vous êtes notre expert nouvelles technologies de la semaine. On va s'intéresser avec vous à la bataille du paiement sur mobile. C'est un secteur en pleine croissance. On en parle beaucoup récemment. Et il y a Groupon qui s'invite dans la danse, dans la course. Est-ce que c'est une erreur? Il a raison? Est-ce qu'il y a de la place pour Groupon? Alors, Groupon effectivement a annoncé cette semaine qu'il allait justement investir le paiement en fait, mobile. C'est-à-dire qu'il allait proposer une solution pour les local businesses, les petits commerçants, pour qu'ils puissent accepter les cartes de crédit via Groupon. C'est intéressant. Ça se fait déjà, non? Alors ça se fait déjà, il y a Square notamment, qui a été lancé par le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui d'ailleurs vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds à 200 millions de dollars, ce qui valorise la boîte à peu près à plus de 3 milliards d'après les informations qu'on a. Et donc il y a Square qui est déjà bien implanté aux États-Unis. Mais du coup, est-ce que... du coup, il y a Groupon qui a quand même une très bonne relation avec les commerçants. Ouais, historiquement, Groupon, c'est le site de Daily Deal, qui a d'ailleurs beaucoup investi à l'international aussi, qui est même d'ailleurs coté au Nasdaq. Ouais. Et donc je pense qu'ils veulent valoriser la relation qu'ils ont déjà avec plusieurs milliers de commerçants pour leur dire maintenant que vous avez des deals sur Groupon, vous pouvez aussi accepter les cartes de crédit et des paiements chez nous. Et après, ce qui est intéressant pour eux, c'est que ça leur permet d'aller vers le terrain des offres de fidélité. Si vous revenez 10 fois, vous avez des discounts, etc. Et puis ils promettent aussi des bonnes affaires, puisqu'ils promettent aussi les tarifs les plus bas, je crois. Oui, alors ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont des tarifs plus bas au niveau des... C'est par transaction. Exactement, ça dépend ensuite si on fait des offres chez Groupon, c'est encore moins cher. Mais effectivement, ils cassent un peu le marché par rapport à Square. Ils ont un produit qui est totalement similaire, c'est le même petit lecteur de cartes qu'on met sur son iPad ou sur son iPhone. Et du coup, ils attaquent ce segment-là. En tout cas, Wall Street, le titre a bien flambé après ces annonces, donc c'est pas une mauvaise idée selon vous. Selon vous aussi. Il y a encore de la place. Non, c'est intéressant, c'est dans leur stratégie de dire on devient une plateforme où on propose beaucoup plus de choses que juste simplement des deals. Et le paiement pour eux, c'est... Il y a des petits Français aussi sur ce segment. Il y a une application qui a été lancée par des Français qui se focalisent plutôt sur, à mon avis, la France aujourd'hui, qui s'appelle Skim, et qui a aussi une technologie de paiement par téléphone mobile, qui est un peu différente, c'est avec des QR codes, c'est pas avec directement des cartes bleues. Mais ils ont levé aussi 300 000 euros il y a quelques mois, et ils se développent aussi en France. Et ils ont notamment lancé une très belle application iPhone récemment. Donc à suivre de près. Et ben voilà, on suit ça. En tout cas, c'est vraiment un gros secteur, fort potentiel. On imagine que tout le monde a envie de prendre sa part. C'est énorme comme marché. Allez, c'était à la rentrée il n'y a pas très longtemps, l'occasion pour nous un petit peu de nous poser sur une tendance que l'on observe et qui a commencé vraiment à se développer, les cours en ligne. Ouais. C'est Stanford qui avait commencé à faire ça. Exactement. Et puis depuis, ça marche pas mal. Alors comment ça marche justement? Est-ce que on peut prendre des cours de Harvard par exemple et on évite les frais de scolarité du coup qui sont exorbitants ici aux États-Unis? Exactement, il y a un vrai débat aux États-Unis sur les frais de scolarité justement qui sont très élevés. Souvent on a des élèves qui doivent s'endetter sur plusieurs années, c'est énorme. Ça peut être plusieurs centaines de milliers de dollars si on compte toutes les années réunies sur les 4 ans, voire plus ensuite ici. Alors du coup, il y a Stanford qui avait lancé un peu la marche il y a quelques temps en proposant des cours plutôt à tendance technologique d'ailleurs en ligne. Et ça a très bien marché, notamment en cours de machine learning qui a cartonné sur Internet et beaucoup de gens en ont parlé. Et ensuite justement, il y a 2 anciens professeurs de Stanford qui ont décidé de lancer leur start-up là-dedans et qui ont levé 16 millions de dollars pour proposer énormément de cours sur plus d'universités. Mais c'est pas gratuit. Si, c'est totalement gratuit, on s'inscrit. Et on a un diplôme à la fin? On n'a pas un diplôme de l'université, on a une accréditation, mais qui n'apporte pas le même diplôme que si on avait fait les cours de l'université. C'est pas encore totalement... Quel est l'intérêt alors? L'intérêt, c'est que si par exemple on veut s'informer gratuitement ou faire des cours et qu'on n'a pas les moyens d'aller aux États-Unis ou de payer les États-Unis, on peut quand même avoir accès à la même qualité des cours. On a souvent les cours en vidéo, on peut faire les mêmes assignments, c'est-à-dire les devoirs que les élèves, et puis on peut avoir aussi une interaction avec les professeurs. Donc c'est assez... Et ça marche bien, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, là, c'est ça? Ça marche très bien. Il y a au moins 1 300 000 sur cette plateforme justement qui s'est lancée à partir de ces professeurs de Stanford qui se sont lancés là-dedans à temps plein. Eh ben, on garde un œil là-dessus. On continue avec votre coup de cœur de la semaine. C'est
Capitaine Train, je dis la française. C'est ça. C'est une application pour réserver ses billets de train. Exactement. Tout simplement. Voilà, exactement. Je pense que tout le monde réserve des billets de train assez régulièrement. Et puis finalement, c'est assez compliqué sur le site officiel de la SNCF. On nous propose énormément de choses. Il y a la publicité, on nous propose des avions. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est juste des trains. Et si on veut vraiment réserver ses billets de train de manière très simple et très rapide, et Capitaine Train, ils ont fait un travail où ils ont complètement simplifié l'interface. Et ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. C'est les mêmes prix que la SNCF, c'est les mêmes options. Donc on peut mettre les mêmes cartes de fidélité, etc. etc. Et comment ils font leur argent dessus? En fait, ils prennent une commission de la même manière que sur les billets de train qu'ils vendent. Ils sont pour l'instant sur invitation uniquement, mais j'ai eu leur fondateur, ils m'ont dit que si vous vous inscriviez, vous avez une invitation assez rapidement. Et ce que j'attends aussi, c'est qu'ils fassent une application sur les téléphones mobiles, parce que je pense que c'est énorme aussi de pouvoir réserver ses billets de train de n'importe où. Et ça c'est prévu? Ça c'est prévu, ils m'ont dit que c'était prévu aussi. Voilà. Eh bien écoutez, on garde un œil, donc Capitaine Train. CapitaineTrain.com. D'accord, très bien. Allez, je vous l'avais promis en début d'émission. On va parler du retour des frères Winklevoss. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Alors, c'est ceux qui avaient approché Mark Zuckerberg alors qu'ils étaient tous étudiants à Harvard pour qu'ils travaillent sur leur projet de réseau social Connect You. Mark Zuckerberg n'avait finalement pas honoré sa promesse et les deux frères l'avaient par la suite accusé d'avoir volé une partie de leurs idées pour développer Facebook. Les deux frères sont donc de retour. Ils ont décidé d'investir $1 million dans SumZero. Alors c'est quoi exactement? C'est vraiment le réseau social pour hedge funds, c'est ça ou... Exactement, c'est vraiment la suite du film, parce que c'était vraiment l'histoire du film de Social Network, où il y avait les deux frères qui étaient d'ailleurs des grands champions aussi de l'aviron ici, qui effectivement avaient accusé Mark Zuckerberg de l'avoir piqué l'idée pour Facebook, qui font leur retour, et ils ont gagné un peu d'argent grâce à leur procès qui s'était fini avec Facebook, où ils avaient eu $65 millions, donc ils ont décidé d'investir $1 million dans SumZero, qui est un réseau social, mais pas pour vos amis, pour des investisseurs. C'est des investisseurs, privé en plus, exactement, c'est des investisseurs qui partagent des conseils autour des placements à faire. Et ça, c'est à sa vocation à devenir énorme comme Facebook ou je ne sais pas s'ils se font autant d'ennemis, c'est ça? À suivre. Allez, on va terminer. Bien entendu, il se passe quelque chose. C'est passé quelque chose cette semaine. On a beaucoup parlé d'Apple. Oui. La sortie de l'iPhone 5. Et du nouvel système d'exploitation, iOS 6. Accessoirement. L'iPhone 5, est-ce que vous avez passé commande? Moi, j'ai pas passé commande. Est-ce que vous avez fait la queue vendredi? Non, j'ai pas fait la queue. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y avait une startup ici qui vous proposait de payer pour que des gens fassent la queue pour vous, et vous arrivez juste au dernier moment pour récupérer votre iPhone. Ça, c'est assez intéressant. Ouais. Mais moi, je le prendrai. Mais j'attendrai quelques semaines, parce que pour l'instant, j'ai pas trop le temps d'aller faire la queue là-bas. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous plaît? Je pense que l'écran est intéressant, le plus grand écran, ça permet d'avoir plus de choses qui sont affichées et d'avoir une meilleure expérience. Et puis, ça fait personnellement 2 ans que j'ai mon iPhone, donc vous êtes un fan, vous suivez la marque Apple, il n'y aurait pas eu de nouveauté, vous l'auriez quand même acheté, c'est ça? Exactement. Oui, parce que si on regarde un petit peu le produit, c'est pas si révolutionnaire que ça quand même. Oui, mais je pense pas que les gens attendent une révolution chaque année. Et je pense qu'Apple est très fort pour faire des incrémentations sur leurs produits qui sont déjà des best-sellers, et ça suffit pour être devant le marché, à mon avis. Si on regarde un petit peu les critiques dans le contenu, on a beaucoup parlé du système de cartes. Oui. Beaucoup moins bien que celui de Google, paraît-il. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que Google et Apple... C'est une grosse erreur quand même, non? Parce que du coup, on peut quand même toujours se mettre la carte. Je ne pense pas que ce soit un choix volontaire. Apple et Google étaient, à l'époque, quand l'iPhone a été lancé il y a quelques années, partenaires. Ensuite, Apple a été très énervé quand en fait, Google a lancé Android et ses propres téléphones. Là, ils ont dit on sait partout. Je pense que leur accord sur les cartes... Apple est en guerre contre Google. Exactement. Ça, et donc, leur accord, à mon avis, sur les cartes est arrivé à expiration. Google, on ne sait pas encore s'ils vont faire une propre application sur iOS en disant on a notre application. De la même manière qu'ils ont par exemple mis Gmail sur iOS. Est-ce qu'ils vont mettre les cartes sur iOS? On ne sait pas encore, ils ne l'ont pas encore fait. C'est la même chose avec YouTube qui a été enlevé des applications par défaut. Google a fait une application YouTube sur iOS, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire sur les cartes. Les premiers retours sont assez mitigés effectivement, et apparemment l'expérience utilisateur est moins bonne sur cette nouvelle carte. C'est très difficile de faire des bonnes cartes. Google, ça fait plus de 7 ans qu'ils y travaillent. Et si on parle également des connecteurs, là aussi, est-ce que c'était la grosse déception ou non, là je pense que c'est normal. Je pense qu'il faut savoir faire des trade-offs quand on fait des évolutions. Et donc avoir un connecteur plus petit, ça permet de prendre plus de place pour la batterie ou les autres composants. Là je pense que c'est totalement normal. Apple est très habitué à changer les composants très très souvent, notamment sur les écrons. Donc c'est pas bien grave.
Non, ça je pense que c'est pas bien grave. Et pour vous parliez de iOS, ça c'est pas mal ou pas? Oui, iOS c'est la sixième mise à jour. Ouais. Apple en fait une tous les ans en fait, à chaque fois qu'il lance aussi un nouveau téléphone. Il y a eu quelques bugs quand même au lancement, ça a mis du temps à Je télécharger. pense qu'il doit y avoir plusieurs millions de personnes qui ont essayé de télécharger la mise à jour en même temps, donc il y a toujours des problèmes au début. Donc effectivement, il y a les maps qui sont changées, ça c'est pas forcément toujours un avantage pour iOS, mais il y a Passbook notamment, qui est cette application, voilà, c'est ça, qui n'est pas vraiment du paiement directement sur votre téléphone mobile, mais qui va vous permettre de récupérer tous vos billets de train, billets d'avion justement, et dans un même endroit. Exactement, c'est une application sur iOS qui vous permet de récupérer et qui vous propose, par exemple, quand vous arrivez à l'aéroport, de directement faire vibrer votre téléphone quand vous arrivez à l'aéroport et vous dire voilà, votre carte d'enregistrement, elle est ici et vous n'avez plus qu'à la montrer ou directement à la scanner. Et c'est ça principalement l'avantage de Exactement, Facebook. c'est de mettre tout dans un même endroit, c'est-à-dire les cartes de réduction, les cartes de fidélité, etc. etc. C'est pas du paiement encore, mais ça s'en rapproche. C'est une petite déception aussi. Il y a certains analystes qui espéraient un paiement. Il y avait des attentes sur le NFC notamment, ouais. que Apple a décidé de mettre de côté au moins pendant un an, parce qu'il n'y aura pas de prochain iPhone avant un an. Donc pas de NFC et pas plus d'intégration au niveau du paiement. Mais ça, on peut peut-être espérer ça pour la nouvelle version peut-être de l'iPhone. Et le mini iPad, c'est pour le mois prochain. Vous voulez mon avis? Ah oui, vous n'avez pas l'air convaincu, non? Non, pas convaincu du tout. Pourquoi? Non, je ne vois pas exactement à quel besoin ça répondrait. Mais bon, on verra. C'est peut-être pour courir après Amazon. Oui, je ne sais pas si c'est la philosophie d'Apple de toujours courir après les autres. En général, ils ont offrir un iPad de moins bas de gamme, moins cher. Peut-être. Vous n'êtes toujours pas convaincu. Non, j'ai du mal à voir quel est exactement l'usage en fait. Pas d'un point de vue marché peut-être, ça peut être intéressant d'avoir un prix un peu moins élevé, mais d'un point de vue usage, est-ce que c'est que pour le livre ou est-ce que c'est pour autre chose? Est-ce qu'il y a vraiment une place pour une taille entre un téléphone et un iPad? À voir. Bon, écoutez, il faudra attendre de toute façon le mois prochain, on l'espère en tout cas. Pierre Valade, merci beaucoup. Vous êtes encore une fois, vous travaillez chez Foursquare, vous étiez notre expert en nouvelles technologies de cette semaine. On vous retrouve